Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, l'une des réponses immédiates de l'Occident collectif a été d'imposer des sanctions à la Russie. Cela a pris plusieurs années, mais il semble que ces sanctions accomplissent enfin ce qu'elles étaient censées faire depuis le début. Ces sanctions, combinées aux dépenses insensées de la Russie pour la guerre en Ukraine. Et le simple fait que l'Ukraine se soit défendue avec tant d'habileté pendant presque 4 ans a placé l'économie russe au bord de la destruction. Et l'Ukraine n'aura peut-être plus à attendre longtemps avant que la Russie ne passe du bord du gouffre à une chute dans un abîme économique dont il n'y a pas d'échappatoire. La Russie a une bombe à retardement qui menace son existence même, et elle n'a tout au plus que 18 mois pour désamorcer cette bombe avant que son économie n'atteigne le point de rupture. C'est ce qu'affirme l'économiste et président directeur général de l'expertise de l'industrie ukrainienne, Vladimir Vlasayuk. Le 16 octobre, Vlasayuk l'a dit à Euromaidan Press. En des termes sans équivoque, il a affirmé que l'effondrement économique de la Russie est imminent, à moins que le Kremlin ne prenne des mesures drastiques pour changer de cap. À présent, la situation est critique, a affirmé Vlasayuk, qui suit l'économie russe depuis le début de l'invasion. Ils ne peuvent pas financer une guerre d'une telle intensité pendant longtemps. Et il y a 3 problèmes majeurs qui causent actuellement de grandes difficultés à Moscou. D'abord, il y a le déficit budgétaire russe qui a quadruplé. Ce déficit explose hors de tout contrôle, et même la Russie semble incapable de le suivre. En août, le Moscow Times a rapporté que la Russie avait déjà largement dépassé son déficit budgétaire, estimé pour 2025. Après seulement 7 mois, le déficit s'élevait à 611 milliards de dollars à la fin juillet, rapporte le média, ce qui dépasse déjà largement les 4699 milliards prévus. La Russie pensait que le déficit atteindrait ce niveau fin 2025. La baisse des revenus pétroliers et gaziers explique ce déficit plus élevé. Nous y reviendrons bientôt. Cependant, le Moscow Times ajoute que plusieurs analystes estiment que les dépenses incontrôlées de la Russie pour la guerre en Ukraine sont la véritable cause du problème. L'un de ces analystes, nommé MMI, a déclaré que la Russie devrait réduire ses dépenses annuelles de 20% pour espérer combler une partie du déficit. Cela n'allait pas arriver, car Vladimir Poutine continue de jeter de l'argent par les fenêtres dans une guerre que la Russie ne semble pas prête de gagner de sitôt. En septembre, Free Policy Briefs rapportait que le déficit galopant était devenu le principal défi pour l'économie russe en 2025. Des records ont été battus selon les chiffres rapportés par le Moscow Times, qui sont supérieurs de 129% à l'objectif annuel de la Russie, ajoute Free Policy Briefs. Un tel écart risque d'épuiser les réserves russes, un autre problème que nous aborderons bientôt. Cela pourrait pousser la Russie à émettre plus de dettes, aggravant ainsi le déficit avec le temps. Notez que la Russie devra payer des intérêts sur toute dette contractée pour réduire son déficit, selon Brookings. Cela signifie que la Russie échangerait un problème économique contre un autre si elle n'est pas en mesure d'augmenter ses recettes nationales au point de réduire le déficit. Et cela nous amène au deuxième problème de la série. La Russie n'arrive pas à générer suffisamment de revenus pour faire face à son déficit. Ce qui aggrave le problème du déficit de la Russie, c'est qu'elle ne gagne tout simplement pas assez d'argent grâce à la vente de son pétrole et de son gaz pour résoudre le problème. Cela se voit dans l'impact des revenus pétroliers russes sur le budget fédéral. Comme le note l'Institut d'Oxford pour les études énergétiques, les ventes de pétrole et de gaz de la Russie représentent entre 30 et 50% du budget fédéral chaque année. Ces ventes contribuent également en moyenne à hauteur de 20% au produit intérieur brut ou produit intérieur brut de la Russie chaque année. Mais aujourd'hui, comme le souligne Euromaidan Press, les ventes de pétrole de la Russie ne représentent guère plus de 20% du budget fédéral du pays. Ce qui montre une chose très importante, la Russie ne gagne pas assez d'argent avec son pétrole pour financer les dépenses de guerre de Poutine en Ukraine. Du moins, ce n'est plus le cas pendant les premières années de la guerre. Poutine a contourné de nombreuses sanctions sur le pétrole russe en utilisant la flotte fantôme de navires, qui continue de croître. Cette stratégie n'a fonctionné que sous condition de plafond de prix. Et les principaux clients de la Russie, à savoir la Chine et l'Inde, ont utilisé leur position pour obtenir un avantage. La Russie devait vendre son pétrole à un prix bien plus bas que souhaité. Aujourd'hui, la combinaison des sanctions occidentales et des frappes constantes de drones et de missiles de l'Ukraine contre les infrastructures énergétiques de la Russie commence à porter ses fruits.
Le 14 octobre, Reuters a indiqué que les revenus russes, issus des exportations de pétrole et de carburant, ont chuté à 133,5 milliards de dollars en septembre. C'est moins que les 135,8 milliards de dollars que la Russie a générés grâce à ses produits en août. Et cela, même si la Russie a vendu 51 millions de barils de brut par jour, un record mensuel depuis mai 2023. La hausse des ventes de brut s'explique par la Russie, qui n'a vendu que 24 millions de barils de produits raffinés par jour à cause des frappes ukrainiennes sur ses raffineries. La Russie doit donc vendre plus d'un produit moins cher et moins d'un produit plus cher, réduisant ainsi ses revenus pétroliers, selon Chatham House en septembre. L'Occident pourrait vraiment pénaliser la Russie en abaissant les plafonds de prix, forçant celle-ci à vendre son pétrole à perte. Les clients de la flotte fantôme russe ne sont pas soumis à ces plafonds, mais peuvent s'en servir pour négocier des prix plus bas, ce qui nuit toujours à l'économie russe. La suggestion du média s'est réalisée depuis la publication de son article. Les plafonds de prix du brut russe fixés par le Royaume-Uni et l'Union européenne ont baissé de 60 à 47,60 $ le baril. C'est une pression supplémentaire sur Poutine qui le force à faire la troisième chose, affaiblissant l'économie russe. Puiser dans le fonds national de richesse. Ce fonds est la réserve financière de la Russie pour les périodes difficiles. La Russie utilise ce fonds pour couvrir des déficits ou des problèmes budgétaires liés aux programmes sociaux. Poutine, dans sa détermination sans faille à détruire l'Ukraine, a retiré des milliards de dollars du Fonds national de richesse. Cet argent est destiné au peuple russe. Le montant que Poutine a dépensé dépend de la source. Euromaidan Press indique que ce fonds d'urgence est passé de 145 à 40 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Le Moscow Times indique dans un article de juin que le fonds était alors tombé à 364 milliards de dollars. C'était le plus bas niveau du fonds depuis 2019. Près de 69 milliards de dollars ont été dépensés en mai pour des projets étatiques, souvent liés au système bancaire russe. La Russie a aussi retiré des fonds pour résoudre le déficit budgétaire évoqué. La ponction du Fonds national de richesse devient problématique avec la baisse des revenus pétroliers et gaziers russes. Ces revenus maintenaient le Fonds national de richesse avant la guerre en Ukraine. Le Moscow Times indique aujourd'hui que des analystes estiment que le fonds pourrait être épuisé d'ici 2026. En septembre, la publication russe The Insider a confirmé que ces fonds seraient épuisés en moins d'un an. Et elle a également souligné que globalement, les revenus russes n'ont augmenté que de 28%, alors que les dépenses du pays ont augmenté de 21%. C'est un déséquilibre de grande ampleur. La Russie ne pourra pas continuer ainsi longtemps si elle veut que son fonds national de richesse survive. D'autres commentateurs, dont Brian Islin, sont plus hyperboliques. Le fonds national de richesse russe, jadis fierté du Kremlin, paraît aujourd'hui vidé comme après un cambriolage. Techniquement, il ne reste plus grand-chose à voler, dit Islin. La vidange de ce fonds révèle plus que jamais les failles de l'armure économique de la Russie, parce qu'elle montre comment Poutine en est réduit à voler le peuple russe pour financer une guerre qui dure depuis bien plus longtemps que ce que le Kremlin avait jamais prévu. Maintenant, chacun de ces trois problèmes mis en évidence serait préoccupant pour la Russie, les trois à la fois. Leur convergence en une tornade économique qui menace de tout dévaster sur son passage est une catastrophe pour Poutine. Les signes de ce qui attend la Russie sont déjà visibles partout dans le pays. D'abord, plus aucun chiffre ne correspond pour la Russie. Plus tôt, il a été dit que les dépenses de la Russie croissent bien plus vite que ses revenus. La SAYUK explique à Euromaidan Press ce que cela signifie pour la Russie à l'avenir. Chaque économie est unique, mais il faut toujours équilibrer dépenses et revenus, affirme la SAYUK. Lorsque cet équilibre est rompu, des conséquences s'ensuivront. Du côté militaire ukrainien, The Economist souligne que les dépenses de la Russie ont augmenté jusqu'à 6 fois par rapport à ce qu'elles étaient avant que Poutine ne lance son invasion. La Russie prévoit de consacrer 183 milliards de dollars à la guerre en Ukraine en 2026, soit 38% de ses dépenses fédérales annuelles. Ce chiffre, fourni par le Kremlin, pourrait en réalité atteindre 229 milliards de dollars selon la SAYUK. Comme pour le déficit budgétaire russe, ce serait un cas où le Kremlin sous-estime largement le coût de la guerre de Poutine.
Les difficultés économiques de la Russie se voient aussi dans sa forte inflation qui pèse sur la population. Poutine pensait que l'opération militaire spéciale n'aurait pas d'impact sur le citoyen moyen. Pourquoi cela en aurait-il eu? L'opération devait se finir en moins d'une semaine. Elle n'était pas censée dégénérer en une guerre qui approche maintenant de la fin de sa 4e année. Selon Trading Economics, entre septembre 2024 et septembre 2025, l'inflation mensuelle en Russie n'est jamais descendu sous 8%. Il était de 86% en septembre 2024, a atteint un pic de 103% en mars dernier, et est redescendu à 8% en septembre 2025. La Russie peut se réjouir de la baisse de l'inflation depuis son pic de 2025, mais 8% demeure bien trop élevé. L'objectif d'inflation de la Russie est la moitié de ce chiffre. Et il ne semble pas que l'inflation mensuelle va s'approcher de 4% de sitôt. Cela n'arrivera pas si les soupçons que le Kremlin sous-estime ses problèmes d'inflation se confirment. Euromédan Presse indique que des estimations alternatives prévoient une inflation en Russie, pouvant aller jusqu'à 256%. Sous sanctions occidentales, dépenses de guerre et masse monétaire en hausse, la Russie manipule souvent ses données économiques selon les exigences de Poutine. On le constate aussi dans les taux d'intérêt russes. La présidente de la Banque centrale russe, Elvira Nabiullina, a réduit le taux d'intérêt à 17%. Certains analystes estiment que cela répondait à la pression des lobbies industriels. Même un étudiant de première année en économie sait que réduire les taux d'intérêt en pleine inflation mène au désastre. Et cela ne fait que donner plus de crédit à l'idée qu'il existe un taux d'inflation alternatif à celui officiel de la Russie, qui serait caché au public. Vlasiuk était convaincu que le véritable taux d'inflation de la Russie est bien plus élevé que ce qui est officiellement déclaré. Euromédan Presse indique que l'économiste a estimé l'inflation réelle en Russie à l'aide d'un indice combinant prix à la consommation et prix industriel. Il est arrivé à un chiffre de 256%, qu'il s'attend à voir la Russie atteindre à un moment donné en 2025. Cette inflation galopante, qui n'aurait probablement pas été un problème sans l'invasion de Poutine, a également affecté le niveau de vie des Russes polaques moyens. En 2021, le revenu mensuel moyen en Russie était de 490 000 roubles, soit 21 $. En 2024, ce revenu était tombé à 383 $ en prix constant, rapporte Euromédan Presse. En fin de compte, cela signifie que les Russes en 2024 et 2025 ont beaucoup moins d'argent disponible à dépenser qu'avant la guerre. En 2021, 31% du salaire moyen russe pouvait être consacré à des achats non essentiels. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus que de 14% et va encore baisser, si la Russie n'agit pas pour résoudre ses problèmes économiques. Que se passe-t-il dans une économie quand les habitants ont moins d'argent à dépenser? Les entreprises rencontrent alors de grandes difficultés. C'est exactement ce qui se passe actuellement pour le secteur privé russe. Sur le déséquilibre de l'économie russe, Vlasiuk souligne une répartition 80-20 dans l'économie de guerre instaurée par Poutine. Ceux qui travaillent dans le secteur militaire de cette économie représentent les 20%. Pensez aux soldats sous contrat, aux fabricants de défense et ainsi de suite. Pour ces 20%, les salaires ont tellement augmenté qu'ils profitent davantage malgré les problèmes économiques russes. Mais les 80% restants posent problème. Ils font partie de l'économie civile russe et leur pouvoir d'achat a pratiquement disparu. L'inflation massive évoquée impacte toujours les biens essentiels comme la nourriture. 80% des travailleurs des secteurs civils russes seront fortement touchés, rendant la tension sociale un défi majeur pour Poutine. Ce n'est plus l'époque de l'Union soviétique de Staline, explique Vlasiuk à Euromaïdan Press. Les Russes possèdent des voitures, d'autres biens et un certain niveau de vie. Il est difficile de refuser cela totalement, même avec un élan idéologique. Pour aggraver ce problème, les industries russes, non liées à la guerre, peuvent peu face aux difficultés de leurs employés. Alors que Vladimir Poutine a investi massivement pour transformer la Russie en économie de guerre, les entreprises privées ont commencé à souffrir. Les entreprises font faillite, et cela se produit en très grand nombre. Début 2025, Euromédan Presse rapporte que les fermetures d'entreprises surpassent les nouvelles immatriculations de 15 fois une première depuis l'instauration des sanctions. En septembre 2025, le média ajoute qu'il y a 317 millions d'entreprises enregistrées en Russie. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est le chiffre le plus bas en Russie depuis 2010.
D'autres médias ont remarqué ce type de tendance dans le secteur privé russe. Le Moscow Times a rapporté cela le 25 septembre. Le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme, un groupe de réflexion lié au Kremlin, affirme que les entreprises privées russes sont en difficulté. Les entreprises représentant 237% des revenus russes sont déjà financièrement vulnérables. Ce chiffre devrait atteindre 325% en 2026. En d'autres termes, un grand nombre d'entreprises privées russes risquent la faillite. Et leur disparition ne fera qu'aggraver le trio de défis financiers dont nous avons parlé dans la première partie de cette vidéo. Les entreprises consacrent désormais 36% de leurs bénéfices au service de leurs dettes, rapporte la même source. Fin 2023, ce taux était de 15%. Comme l'a relevé Insider le 1er octobre, certaines entreprises russes, cherchant à réduire leurs coûts, ont adopté la semaine de 4 jours. Il ne semble pas que ces semaines de 4 jours permettent aux Russes d'être payés 5 jours pour un travail effectué en 4. Au lieu de cela, il s'agit d'une forme de chômage caché, selon le média, et cela devient courant dans toute la Russie, parce que le secteur privé du pays est à genoux. Cela est dû au passage de la Russie à une économie de guerre. La fondation Carnegie estime que ce changement sera très difficile à inverser pour la Russie après la guerre en Ukraine. La démobilisation et la fin de la guerre nécessiteront une restructuration à grande échelle de la demande, la libération des ressources du secteur de la défense, la redistribution d'une main-d'œuvre appauvrie par les pertes et l'émigration, ainsi que la recherche de nouvelles sources de devises fortes. Sa publication Carnegie Politica affirme que la Russie échangerait essentiellement une crise économique contre une autre si elle tentait de s'éloigner de l'économie de guerre créée par Poutine. Cela représenterait la 5e crise de ce type en 25 ans de règne de Poutine. Une crise économique tous les 5 ans n'est pas un bon bilan pour un dirigeant. Ces facteurs économiques font que la Russie sait exactement combien de temps elle peut maintenir la guerre en Ukraine à son niveau actuel. Selon Euromaidan Press, cela indique quand la Russie manquera d'argent. Le délai est de 12 à 18 mois, à partir de maintenant, soit dès octobre 2021. À ce moment, la Russie aura un déficit annuel de 72 milliards de dollars et seulement 69 milliards de réserves. Il existe plusieurs solutions à court terme à ce problème, notamment imprimer plus d'argent et puiser dans les derniers actifs liquides du Fonds national de richesse russe. Mais il ne faudra pas longtemps avant que la Russie soit confrontée au choix difficile entre réduire ses dépenses militaires, ce qui profiterait à l'Ukraine, ou demander de l'aide à l'étranger. Et il n'y a qu'un seul pays avec la puissance financière dont la Russie a besoin qui pourrait l'aider dans cette situation. Ce pays, c'est la Chine. Et il a déjà dit non, du moins selon Vlasiuk. Des économistes indiquent que le ministère des Finances russe a déjà sollicité l'aide de Pékin. En mendiant du soutien, la Chine a refusé, bien qu'il soit possible qu'elle change d'avis à l'avenir. Si cela se produit, ce sera probablement parce que la Russie sera si affaiblie qu'en la soutenant, elle deviendra encore plus dépendante de la Chine. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine et son peuple, car cela signifie que l'Ukraine n'a même pas besoin de gagner la guerre pour que la Russie finisse par perdre. Sur le plan géopolitique, prendre l'Ukraine devait renforcer la position internationale de la Russie. Aujourd'hui, la Russie risque de devenir un simple vassal de la Chine. Parce que Poutine a poursuivi son rêve ukrainien droit dans un gouffre économique, l'Ukraine et l'Occident peuvent s'unir pour provoquer un effondrement économique dès qu'octobre 2026 arrivera. Les sanctions doivent être maintenues et renforcées. Tout allègement dans ce domaine signifie moins de pression exercée sur la Russie. L'Occident doit aussi fournir plus d'armes et de munitions à l'Ukraine pour lui permettre de poursuivre son combat pendant l'effondrement progressif de l'économie russe. Il ne faut pas attendre que cela arrive. Euromaidan Press dit que la Russie est déjà piégée économiquement. Le resserrement de ce piège poussera la Russie à son point de rupture. La Chine a déjà été mentionnée à plusieurs reprises comme profitant de la situation précaire de la Russie. Mais la Russie ne reconnaît pas non plus l'influence de Pékin sur son territoire. La Chine et la Corée du Nord prennent le contrôle de l'extrême-orient russe, sans que Vladimir Poutine puisse réagir. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur la douleur économique de la Russie.